Eh bien voilà, c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire du vendredi sur la paracha de la semaine. Et ce matin, nous avons le plaisir de dialoguer avec le Rav David Mamou. Le Rav David Mamou, je rappelle que... Bonjour d'abord, tout d'abord. Bonjour Boker Tov. Je rappelle que vous êtes le directeur du programme de prépa de Mechina Massa Tikva, un programme de préparation dont vous êtes le directeur depuis de nombreuses années. À cette occasion, donc nous voulions pour parler de parler ensemble de la paracha de Kitavo, de la paracha de cette semaine. Alors Kitavo, ça ressemble un peu à Kitavo et la Haaretz, ça ressemble un peu à l'Ech Lecha, ça pourrait être une paracha très sioniste. Alors est-ce que vous voulez vous orienter sur cette voie ou sur d'autres composantes importantes de la paracha ou enseignements importants de la paracha? Je voudrais arriver aussi au sionisme, effectivement. Le sionisme, on va essayer de comprendre une dimension du sionisme. C'est pas seulement de venir en Israël. La terre d'Israël, elle a un rôle éducatif, pédagogique. Lorsqu'une personne arrive, et c'est un peu ce qui arrive dans notre génération aujourd'hui, puisque je me trouve au moins une fois par mois entre la Galoute et Eretz Israël, et je vois la première question que lorsque quelqu'un me rencontre en route la Haaretz, et je pense que toutes les personnes qui sont occupées d'Alia, ils l'entendent aussi, d'abord, quels sont mes souillottes, quels sont mes droits. Oui. Alors, la paracha nous fait tout à fait comprendre, elle nous fait comprendre que lorsqu'une personne arrive en Eretz Israël, elle n'a pas d'abord des droits, d'abord elle a des devoirs. Et elle vient nous éduquer à une conception d'Alia. Si on fait attention, et là, c'est beaucoup de personnes qui ont tenté leur Alia, mais n'ont pas préparé leur Alia, et hélas, ont raté leur Alia, ils ont dû repartir la tête bredouille en France. Et aujourd'hui, on le sent dans les communautés, lorsqu'on fait les conférences, le nombre, hélas, de Yordin, des personnes qui ont tenté 1 an, à 1 an et demi, 2 ans, leur alia, ils sont retournés en France. Et tout le temps, ils ont des plaintes sur Eretz Israël. Alors, Eretz Israël, d'abord, c'est la paracha de cette semaine, la paracha de Kitavo, elle vient nous faire comprendre, avec la paracha des Bikurim, et quelle est la relation lorsqu'un homme Kitavo et l'arrête, lorsque tu arrives en Eretz Israël. D'abord, la Torah, à un moment, vous savez, dans la Torah, j'imagine que beaucoup de personnes qui ont étudié la grammaire de la Torah comprennent qu'il y a le Vav Haïpour. Oui. Le passé plus le Vav est égal à un futur. En général, en hébreu moderne, ça n'existe pas. C'est juste dans le texte biblique des 5 livres de la loi. Et la Torah, et Chazal, et les sages d'Israël nous enseignent que lorsque on se base pour voir notre futur sur notre passé, ça c'est une simcha, c'est de la joie, et c'est une bracha, c'est une bénédiction. Si les gens, ils passent leur temps, au contraire, veillent à penser dans le futur, à reconstruire leur passé, ça c'est une siman klala, c'est un acte de malédiction. C'est tout à fait la conception qui doit se passer par rapport à l'Alia. Les gens, ils arrivent, ils essaient de reproduire quelque chose qu'ils ont connu, au lieu de comprendre qu'ils doivent aller vers quelque chose de tout à fait nouveau. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, je ne sais pas si vous imaginez, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, à Ivry-sur-Seine, dans un HLM au 9e étage. Et je me rappelle quand on est parti à Montreux, j'ai eu le mérite de quitter mon HLM et d'arriver dans une villa qui était une villa à même le sol. Oui. C'était pour moi déjà un passage extraordinaire. Je me rappelle qu'il y avait des hommes autour de la yeshiva, des fois on mangeait des cerises et des choses comme ça. Et mon grand rêve, c'était d'arriver en Eretz Israël et de construire ma maison dans un yeshiva. C'est pour ça que j'avais la possibilité au début, je pensais habiter à Jérusalem. Et avec ma femme, on a fait le tour de Eretz Israël et on a décidé d'habiter dans un yeshiva et de construire notre yeshiva. Lorsqu'on est arrivé dans notre yeshiva, on était à 39e famille, il n'y avait pas d'électricité. Et les premières années, c'était extrêmement difficile. Bien qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit dans le 16e de la Judée Samarie. Mais, par rapport à ça, je me rappelle le premier arbre que j'ai planté dans mon jardin. Sauf, j'ai fait mon alia, j'ai construit ma maison, et j'arrive à planter mon arbre. Vous savez, d'un arbre, j'ai peut-être fait des années de yeshiva, mais j'ai appris des fois de la chaklaout, de l'agriculture énormément. Et c'est peut-être pour ça que Rabbi Akiva, avant d'être grand rabbin d'Israël et de faire 40 ans de yeshiva, et avant de faire 40 ans d'être grand rabbin, il faut pas oublier qu'il était quand même 40 ans un berger. Oui. Et comme disait la Gemara, que de 40 ans de Rabbi Akiva, lorsqu'il était un berger, il a appris Berech Eretz Shekadma Torah. Il a appris le savoir-vivre, il a compris comment le monde était dirigé par HaKadosh Baruch Hu avant de savoir la Torah. Et aujourd'hui, ce qui manque beaucoup à toute la jeunesse que je m'occupe depuis des années, qui arrive en Eretz Israël, c'est une chose qui est très simple. Pourtant, quelque chose qui est tellement de base. Merci. Savoir dire merci. Il y a tellement de choses, des jeunes, ils arrivent. D'abord, la première chose qu'ils vous disent, ça me saoule. La deuxième chose, on s'ennuie. On vit une génération où les jeunes, ils ont besoin de leur smartphone. Et à partir du moment qu'on passe plus de 10 minutes à parler de quelque chose, on doit passer à quelque chose d'autre.
Et tout d'un coup, la relation avec la nature, je me rappelle, j'ai planté mon premier arbre. J'ai dû attendre les 3 premières années qu'on arrive à un problème de hors-là. On n'a pas le droit d'utiliser les fruits. Après, les deux années suivantes, aujourd'hui on ne le fait pas, c'est Métarévail, on devait apporter les fruits à Jérusalem au Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, il faut attendre 5 ans pour manger le premier fruit de votre arbre. Et tout d'un coup, après 5 ans que j'ai planté mon arbre, c'était mon rêve depuis toute ma 12 galoute de France d'avoir ma villa avec mon jardin. Je me rappelle comment j'avais pris un petit ruban et j'avais mis sur mes grenades un petit ruban, les premiers prémices de mon jardin. Et il y avait à côté, il y avait un autre arbre qui était un abricotier. Et j'attendais les premiers fruits pour pouvoir donner les troumotes, ma faute. Et pour les bikurim, on doit les mettre de côté aujourd'hui. Moi, à l'époque, on les a tenus au Beth Amikdash, à la fête de Shavuot, à la fête des cabanes. Et mon voisin de pelouse est un kibbutznik de la vallée du Jourdain. Il a grandi toute sa vie dans la vallée du Jourdain à planter des vignes et des arbres de dattiers. Il a vu que je me dirigeais vers un bel abricot qui était tout orange et je veux le cueillir. Et là, tout d'un coup, je l'entends de sa maison me crier dessus, David, arrête. Je le regarde, moi avec ma maîtrise, lui qui était un kibbutznik, on arrive avec notre orgueil des grandes universités françaises et des grandes universités israéliennes. Moi, j'étais bien Israël, mais en tous les cas, on se voyait comme des académiciens par rapport à des kibbutzniks. Il dit, ne touche pas. Je dis, mais pourquoi? Il est très beau. Il dit, non, pas du tout. Il est beau, mais il n'est pas encore sucré. Il faut attendre encore 2 semaines il faut avoir cette patience. Laisse la nature se développer. Bon, dès qu'il tourne la tête, c'est ce que j'ai fait, parce que j'attendais ça depuis des 5 ans, de pouvoir manger le premier fruit de ma terre et faire la bracha sur le premier fruit de ma terre. Je prends l'abricot, il était d'une acidité horrible. Je n'allais pas le coller avec de la colle super glue et le remettre en place. C'est fini. Quand on prit quelque chose qui est avant terme, en fait, on le prend, on mange un bis, on mange une possibilité de manger et on jette tout parce que le fruit n'est pas prêt. Mais il faut attendre encore quelques semaines que le fruit il va pousser. Les élèves, c'est la même chose. Lorsqu'ils arrivent en Eretz Israël, il faut apprendre cette patience. Il faut apprendre de comprendre. Il faut apprendre à dire merci, à savoir dire merci pour ce que l'on vit. Mais tout à fait. Les élèves, des fois, ils me disent, j'ai un problème de téléphone. Je dis, mais d'accord, tu as un problème de téléphone. Mais tu vois pas que tu as un téléphone? Parce que des fois, ou très souvent, ouais, mes parents, je dis, combien de personnes vous êtes là? Je te rappelle, lorsqu'on était à Montreux, alors Moshe, il nous demande de remercier nos parents, même pour les cours, pour tout ce qu'on avait. On était élèves en seconde, première, terminale, on trouvait ça tellement ridicule. Maintenant qu'on est des parents, et les enfants, on les éduque à dire merci. Des choses évidentes. Tout d'un coup, ça nous donne une relation, et d'abord savoir écouter l'autre, de comprendre que tout ne vient pas du ciel, que tout n'est pas gratuit, et que ça remet des choses en place. Maintenant, si vous faites attention, il y a 2 sortes de juifs. Les bikurim, les premières prémices, dans la Torah, les premières personnes qui ont apporté les prémices, c'était Caïn et Evel. Evel, il a apporté le plus beau de ses fruits, tandis que Caïn, il a apporté les chéneries, tous les psols, il a apporté tous les restes. C'est-à-dire qu'il a pris les plus beaux fruits, et ce qui restait, il a apporté à Kadosh Baruch Hu. Si on fait attention, la terre d'Israël vient nous faire comprendre. Vous voulez faire votre aliyah. Alors, quel genre de juif va pouvoir s'intégrer, va pouvoir vivre en Eretz Israël et rentrer en symbiose avec l'État d'Israël, avec la terre d'Eretz Israël? C'est Evel. Parce qu'il a compris une chose, c'est que l'individu, il est là pour servir la collectivité. Imaginez en France, ton papa était rabbin, moi-même j'étais un jeune rabbin à Paris, lorsqu'on savait qu'il y avait un juif qui était en difficulté. Donc, tu as eu beaucoup d'émissions, tu as rapporté beaucoup de rabbinim qui ont, même le livre que tu as écrit sur le Rav Chili. C'est fou la force de cet homme, comment il a parcouru au risque de sa vie la France entière pour sauver un juif. Donc, dans la Galoute, tout le peuple juif, il se mobilise pour sauver l'individu. C'est la collectivité qui va vers l'individu. Lorsqu'on arrive en Eretz Israël avec la paracha de Bikurim, c'est tout à fait le contraire. C'est l'individu qui est là à servir la collectivité. Par exemple, quelqu'un, il a une famille, et tout d'un coup, il reçoit une lettre de l'armée qui doit partir en Milouim. Je me rappelle les premiers chocs de mes parents. Mais attends, tu es marié, tu as des enfants. Oui, mais c'est parce que je suis marié avec des enfants qu'on n'est pas obligé d'aller servir son peuple. Et on laissait à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on fait seulement 21 jours de Milouim. Oui. À l'époque, moi, dans tous les cas, j'avais 5 semaines à 6 semaines de Milouim par an. Et avec tous les dégâts que ça pouvait faire dans les études académiques et dans les études ou dans le travail plus tard. Pourtant, l'individu est là à servir le peuple. Donc en fait, un homme normal, en général, il met tout par rapport à lui-même. Moi, je passe avant tout. Tandis que l'homme d'Eretz Israël, que la Torah veut nous créer en nous,
le Ish Eretz Israël, qui va pouvoir être en symbiose avec la terre, c'est la personne, qui sait remettre la terre d'Israël à son propriétaire, qui est Kadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, c'est l'homme qui sait se sacrifier par rapport à Eretz Israël. C'est pour ça que, normalement, les premiers prémices du travail de l'homme qui a travaillé la terre, pendant toute l'année, pendant tout l'hiver où il est parti dans son champ, il est parti travailler à la beurre de son front, et très souvent, dans les champs, dans l'hiver, c'est la neige, c'est le froid, et c'est le travail. Il aurait dû se dire, les premiers prémices, je les garde pour moi. Et là vient un Kadosh Baruch Hu, il te dit non, tu vas même pas les manger chez toi. Tu vas remonter à la ville principale de Jérusalem, et on va voir que la ville de Jérusalem, c'est pas n'importe quelle ville, et là-bas, tu vas pouvoir les manger en remerciant, en racontant ton histoire. Que tu appartenais, en fait, à une famille. Que tu fais partie d'un projet divin. C'est pas je suis juif. C'est une nécessité de revenir jusqu'à l'origine, quoi. De revenir à l'origine. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que même une personne qui est née en Eretz Israël, une personne qui a son grand-père, moi je vois mon gendre, Baruch Hashem, il est 8 générations en Eretz Israël. Il n'est pas comme nous, on est ce rêve rave qui est né en Galoute et qui est venu. Au moins on a eu le mérite que tous nos enfants soient nés en Eretz Israël. Mais nous avons dû faire, nous sommes la génération du désert. Nous sommes la génération qui est née en Galoute et qui est venue en Eretz Israël. Mais même une personne qui est née ici et qui se trouve en Eretz Israël, qui a eu le mérite d'être depuis 8 générations, il devra apporter et dire, ce que tu m'as apporté maintenant dans la terre. C'est vrai, il n'est pas monté en Israël maintenant. Mais si, parce qu'en fait, c'est une question de hitratchut, de renouvellement. Et ce problème de renouvellement, de comprendre que les choses ne sont pas acquises. C'est un problème. Aujourd'hui, par exemple, je travaille énormément dans le problème du divorce à la Rabbanout. Et quand je m'assois avec des couples, et ça m'arrive, hélas, un peu trop souvent, puisqu'en France, on a dépassé déjà les 50% de divorces en Eretz Israël, on est dans une très très mauvaise passe, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une génération, en fait, c'est cassé, on le change. Vous avez un problème dans votre téléphone, vous allez essayer de le réparer à votre centre d'achat. Ils vont pas vous, la première garantie, moi j'ai eu un problème, ils ont vu le téléphone, ils m'ont dit aucun problème, passez au service après-vente. Ils m'ont même pas essayé de trouver le problème, ils m'ont donné un nouveau téléphone, service après-vente gratuit, et vous prenez votre téléphone. Mais tous ces problèmes-là, c'est en train de goûter à goutte dans le système, dans notre relation, d'abord entre l'homme et sa femme, puisqu'il n'y a plus de besoin de chaque mois de se remarier, comme dit la Gemara. Pourquoi la femme est interdite à son mari pendant 7 jours, à cette période de Nida, cette période de pureté familiale? La réponse de la Gemara qui est magnifique, qui est la colonne vertébrale de la réussite du couple, c'est comme si l'homme, il devait comprendre que chaque mois, il doit se remarier avec sa femme. Chaque mois, il doit reconquérir sa femme. Alors très souvent, les gens, ils sont capables, et c'est ce que je vois, et des fois je prends des couples, je dis, regardez la force que vous mettez dans la destruction du divorce. Si vous investissez 10% de votre force de divorce, seulement essayez de faire du flambait, essayez de vous écouter l'un à l'autre, peut-être vos enfants ne seront pas dans cette situation, comme nous on voit les pédagogues dans les écoles. Eh bien. Je vois, et ça, c'est ce que le Parashat Bikurim vient nous apprendre. Il vient nous apprendre. C'est pas parce que tu es né en Eretz Israël, pas parce que maintenant tu es un propriétaire terrien, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité. Regardez la réalité qu'on vit dans le pays. On a l'impression aujourd'hui que tout est dû. Non, il faut savoir s'arrêter et dire merci. Et je vois mes élèves quand ils arrivent chez moi à Tikva, et je me rappelle comme Rav Moshe, lorsqu'il nous accompagnait au train pour nous laisser rentrer à la maison, et il nous demandait, quand vous rentrez, je vous laisse partir en vacances pour une seule chose. Faire du kibbutz avaim d'Eoraïta, comme c'est moi lui, à la maison chez vous. N'oubliez pas de faire la vaisselle. N'oubliez pas de jeter la poubelle. N'oubliez pas d'aller faire les courses à vos parents. Pendant toute l'année, vos parents, ils sont occupés à faire des tas de choses. Et là, la terre d'Israël nous demande une fois par an, le jour de Matan Torah, le jour de Shavuot, lorsque tu vas apprendre, avant de prendre possession de tous tes biens agricoles, là où ta richesse elle a un maximum, elle commence à rentrer à l'apogée, d'abord, sache une chose, dire merci. Dire merci pour des choses de tous les jours. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous le dire aussi. Merci beaucoup à vous aussi, Rav David Mamou, parce que nous arrivons au bout de cette émission et merci pour cet enseignement, cette nécessité impérative d'être prêt à dire merci, surtout lorsque l'on arrive en Israël, de ne pas en priorité attendre de l'État d'Israël, mais être prêt à donner et à remercier l'État d'Israël, remercier la terre d'Israël pour ce qu'elle a donné comme fruit. C'est effectivement l'un des enseignements majeurs de cette
paracha de Kitavo. Merci beaucoup, Rav David Mahmoud, d'avoir été avec nous ce matin. Et je rappelle donc que vous êtes le directeur du programme de prépa Mechina Massa à Tikva. Et s'il y a parmi vous, parmi les auditeurs, eh bien des jeunes qui ont été sensibles à ce message du Rav David Mahmoud, eh bien il faut savoir qu'il y a encore des places pour cette année, l'année qui débute, l'année on va dire l'année de 5779 qui va débuter. Il y a encore des places pour ceux qui voudraient passer une année avec le programme Tikva dans le cadre de Massa en Israël, découvrir Israël dans ce prisme, sous ce prisme que le Rav Mahmoud nous a si bien expliqué, dans un aspect positif et de remerciement. Alors, eh bien, encore une possibilité de le faire. Et vous saurez trouver le Rav Mahmoud, en tout cas ne serait-ce que sur Internet, pour entrer en contact avec lui. En tout cas, merci beaucoup encore une fois, Rav David Mahmoud, d'avoir été avec nous, et Shabbat Shalom. Et Shana Tova. Shana Tova, et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Ça aussi, il faut leur dire merci. Voilà, il faut dire merci. Shalom, shalom. Shalom.